Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Au moins 200 morts côté palestinien ce soir. Israël poursuit depuis ce matin une opération massive de raids aériens contre le Hamas à Gaza. Objectif affiché, en finir avec les tirs palestiniens de roquettes de ces dernières semaines. La voie militaire était la seule solution, justifie Israël. Intempéries d'une rare intensité sur les Pyrénées-Orientales. À Banyuls, des bateaux ont coulé. Des commerces ont été inondés et à Cerbère, une digue du port a été partiellement détruite, conséquence des vagues provoquées par la violente tempête. Beaucoup de questions encore sans réponse après la mort d'Ilyes mercredi soir à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. C'est une erreur de produit qui serait à l'origine du drame. Il y a 2 ans, une affaire similaire avait eu lieu dans l'Essonne. Là aussi, un enfant avait accidentellement trouvé la mort. Ce soir, ses parents témoignent. Solde monstre en Grande-Bretagne, il s'agit de redonner un coup de fouet à la consommation. Les magasins proposent des démarques allant jusqu'à 90%. C'est la ruée dans la mythique enseigne Harrods. Et puis en cette fin d'année, le cinéma français fait ses comptes. 2008 restera comme un très bon cru, en tout cas en termes de fréquentation, avec 10 millions de spectateurs de plus que l'an passé. Merci les ch'tis. Israël affirme ce soir qu'il n'y avait d'autre solution que la voie militaire. Israël qui a lancé ce matin des raids aériens massifs contre le Hamas à Gaza. Objectif affiché, en finir avec les tirs palestiniens de roquettes de ces dernières semaines. L'opération baptisée Plomb durci est l'une des plus meurtrières lancées par Israël depuis des années. Le bilan est ce soir d'au moins 200 morts. Charles Anderlin est notre correspondant sur place. Attention, certaines images sont très difficiles. L'aviation israélienne a attaqué simultanément plus de 50 positions du Hamas sur l'ensemble du territoire de Gaza. Ici, une base d'entraînement est totalement détruite. Dans cette autre caserne, des policiers étaient rassemblés au moment des frappes. Parmi les morts, un blessé implore Allah. Les principaux chefs militaires du Hamas ont été tués. Ils étaient réunis dans leur quartier général au moment du bombardement. Certaines cibles se trouvent en pleine ville et de nombreux civils sont parmi les victimes. Selon des sources palestiniennes, il y a des centaines de blessés. Les hôpitaux sont submergés. Dans la cour, les familles viennent identifier leurs proches. Le Hamas a riposté en tirant des roquettes en direction du territoire israélien. Il y a un mort et plusieurs blessés. Dans un rayon de 20 km autour de la bande de Gaza, toutes les localités israéliennes sont en état d'alerte. Les habitants doivent rester à proximité des abris. Ehud Barak, le ministre de la Défense, a donné le ton. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide. Nous devons faire preuve de détermination. Les événements de Gaza font tache d'huile sur la Cisjordanie. Un peu partout, des jeunes Palestiniens attaquent l'armée israélienne. Alors les réactions ce soir sont très nombreuses dans la communauté internationale. Nicolas Sarkozy demande l'arrêt immédiat des tirs de roquettes sur Israël et des bombardements israéliens sur Gaza. Le président français réclame l'instauration d'une trêve durable. Le Royaume-Uni se dit profondément inquiet et appelle à la retenue. Washington, de son côté, presse Israël d'éviter les victimes civiles dans la bande de Gaza. Et Condoleezza Rice, secrétaire d'État, tient le Hamas pour responsable de la violation du cessez-le-feu. En direct de Jérusalem, on retrouve notre correspondant. Charles Anderlin, bonsoir. Alors qu'est-ce qui peut arrêter cette spirale de violence ? Oui, eh bien, à l'heure actuelle, effectivement, le ton est à l'escalade, tant du côté israélien, vous venez de l'entendre, que du côté du Hamas. Depuis Damas, Khaled Mashal, le chef de l'organisation islamiste, a lancé un appel aux Palestiniens de Cisjordanie pour qu'ils déclenchent une nouvelle intifada. La situation ne peut donc qu'empirer, du moins jusqu'à la conclusion d'une nouvelle trêve. Alors, qui va intervenir? La communauté internationale, l'administration Bush qui est encore en poste à Washington, les États arabes modérés avec qui Israël a des traités de paix, des relations diplomatiques, la Jordanie, l'Égypte, qui pourraient faire pression sur les deux parties. À l'heure actuelle, il faut encore attendre. En tout cas, en Israël, on craint une reprise des attentats suicides.
Charles Anderlin en direct de Jérusalem, merci pour ces précisions. Alors Israël prévient que cette opération menée à Gaza contre le Hamas pourrait durer longtemps. L'État hébreu a mis ses menaces à exécution 8 jours après l'expiration de la trêve avec le mouvement islamiste. Le Hamas qui promet de déchaîner l'enfer pour venger ses morts. Hakim Abdelkalek. Un atelier du Hamas. Ici, les militants islamistes fabriquent de manière artisanale des roquettes. Celles qui sont lancées sur Israël, leur ennemi juré. Les combattants du Hamas sont considérés par l'État hébreu, l'Union européenne et les États-Unis comme des terroristes. En juin 2007, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, peuplée par 1,5 million de Palestiniens. Leurs frères ennemis du Fatah, le parti fondé par Yasser Arafat, ne dirigent plus que la Cisjordanie. Les militants du Hamas ici à l'entraînement prônent la création d'un État islamique sur l'ensemble de la Palestine et ne reconnaissent pas l'existence de l'État d'Israël. Depuis la prise du pouvoir par le Hamas, l'asphyxie économique de la bande de Gaza s'est aggravée. Les points de passage avec Israël sont fermés, la nourriture, les médicaments, l'essence arrivent très difficilement. La trêve de 6 mois avec Israël qui vient de s'achever n'a rien changé. Pour le Hamas, il était donc hors de question de reconduire cette trêve sur les mêmes bases. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette opération menée par Israël depuis ce matin à Gaza. Je rappelle que de sources palestiniennes, le bilan des bombardements de la journée fait état d'au moins 205 morts et 700 blessés. Incroyable ferveur au Pakistan, 1 an jour pour jour après l'assassinat de Benazir Bhutto. 150 000 Pakistanais, une marée humaine, ont convergé dès l'aube vers sa tombe pour lui rendre hommage, avec en point d'orgue une prière spéciale à l'heure exacte où 2 mois après son retour d'exil, l'ancienne candidate aux législatives était tuée dans un attentat. En France, les Pyrénées-Orientales sous le coup d'intempéries exceptionnelles. Les importantes chutes de neige ont causé beaucoup de dégâts. 1500 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. La tempête également avec un gros coup de mer en Méditerranée à Banyuls. Des bateaux ont coulé, des commerces ont été inondés. Enfin à Cerbère, une digue du port a été partiellement détruite. Sur place, Hélène Vergne, Xavier Marchand. Elle a surpris tout le monde par sa violence. Une déferlante de 7 mètres de haut qui a submergé puis brisé la digue de Cerbère avant de s'abattre sur plusieurs commerces. La vague est arrivée, qui devait faire peut-être entre 6 et 7 mètres, et qui est arrivée ici à 80 cm et qui a tout arraché. Hein. Toute la porte, les montants, tout a été emporté. Apparemment, les vieux n'ont jamais vu un coup de mer comme ça, donc incroyable. Si les réparations vont coûter une petite fortune, 1,5 million d'euros pour la seule digue. Chacun ici, après cette grosse frayeur, a su prendre du recul. Ça, c'est du nettoyage, c'est de l'huile de coude, c'est pas grave. Tous les véhicules passés par là, c'est une chance, je dis une chance qu'il n'y ait pas eu de blessés. Toute la côte Vermeille a pourtant été balayée par des rafales de plus de 100 km/h. Ici à Banyuls, le coup de mer a mis à mal le port de Plaisance. C'est tout l'avant qui a pris? La coque aussi sur le côté. Il faut le voir pour le croire, quoi. Les bateaux montaient sur les quais carrément, se posaient sur les quais. Donc les amarres ne résistaient pas bien entendu, et alors après bon, ça tapait puis ça allait au fond. Hein. En 48 heures, les pompiers ont réalisé plus d'une quarantaine d'interventions sur le front de mer. Ce soir, la situation est en passe de revenir à la normale. Tempête très violente également sur la côte méditerranéenne espagnole. 4 personnes ont trouvé la mort. Plusieurs bateaux de pêche et de plaisance ont coulé dans les ports catalans, emportés par des vagues de plusieurs mètres. Accalmie en revanche sur le front de la neige. Météo France met en garde contre le risque d'avalanche dans les Pyrénées-Orientales. Mais l'alerte orange est levée. La circulation, vous le voyez, a été rétablie sur la RN 116. De même qu'un peu plus tôt, le trafic sur l'autoroute A9 au col du Pertus. Moins de neige, mais pas moins froid. Les températures vont continuer à chuter. Il devrait faire -4, par exemple, cette nuit à Paris. Paris où depuis hier, le SAMU social et les associations multiplient les rondes pour proposer aux sans-abri des places en centre d'accueil. Mais beaucoup d'entre eux vont refuser et passer toute la nuit dehors. Antoine Gaveau, Virginie Travers. Patrick a 45 ans et 20 ans de rue derrière lui. 20 ans de nuit dans la rue aussi. Peu importe la saison et la température. Alors ce soir, comme tous les soirs, il n'ira pas dans un centre d'accueil.
c'est un logement que je veux, moi, c'est pas de foyer, pas de machin. Pourquoi? Il faut y aller, quoi. Vous vous déguisez en SDF et puis vous y allez, vous allez voir. C'est la promiscuité, c'est pas une nuit. C'est pas une nuit. Depuis 3 jours, une nouvelle vague de froid s'abat sur Paris et dans toute la France. Ce soir reprendront les maraudes des travailleurs sociaux pour convaincre les SDF de dormir au chaud. Comme ici, dans le métro. Monsieur, la RATP, ça va? Eric? Comme partout, la nuit en centre est proposée, jamais imposée. Maintenant, on ne peut pas le forcer à venir, donc voilà, on a insisté, on ne peut pas le prendre par la force. Bon, ça a peut-être été un peu violent le réveil, mais bon, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Voici peut-être une solution. Ces wagons SNCF aménagés en centre d'accueil d'urgence. Ils peuvent accueillir chaque soir 46 hommes. Une différence ici, chaque SDF est logé dans une chambre individuelle. Vous faites votre lit, vous pouvez prendre votre bouquin. Il n'y a pas de gens qui ronflent à côté de vous, il n'y a pas de promiscuité. Parce qu'il y a aussi le problème de l'hygiène, il faut rester propre, il faut se présenter à des rendez-vous. Géré par le Centre d'action sociale protestant, le foyer a ouvert le 17 décembre. Il est déjà complet tous les soirs. Et en cette période de grand froid, les chaudières tournent à plein régime. C'est le moment de remplir vos cuves à mazout. Après avoir flirté avec les 150 $ le baril en juillet dernier, le pétrole est repassé sous la barre des 40 $. Dans la région de Bordeaux, Nicolas de la Barrère et Philippe Dumail ont suivi un livreur de fioul dans sa tournée. Ses clients n'hésitent plus à faire le plein. Même le week-end, il sillonne la campagne bordelaise. Freddy Rothfuss livre du fioul aux particuliers et en ce moment, les affaires marchent. Là, ça redevient beaucoup plus abordable. Ouais, parce que c'est vrai que se chauffer à 1 € le litre, c'était trop cher. Aujourd'hui ou un autre jour, il aurait fallu faire le plein, mais ça me permet peut-être de mettre 1500 litres, alors que s'il était resté aussi cher, on aurait continué à attendre une éventuelle baisse. Depuis juillet, le prix du baril de pétrole s'est effondré. Conséquence, celui du litre de fioul domestique a diminué de moitié. Voilà, monsieur. Et certaines blagues font à nouveau sourire. Faites pas la grimace, s'il vous plaît. Pour 810 €, on a 1500 litres. Et la dernière fois, pour 20% de plus, à savoir pour 1000 €, on avait seulement 1000 litres de livraison. Pour Freddy Rothfuss aussi, la baisse des prix est une bonne nouvelle. Ses marges sont fixes. En vendant davantage, il gagne plus d'argent. Mais selon lui, la crise a changé le comportement des clients. C'est devenu presque une obligation de pouvoir faire des facilités de paiement. C'est presque la première chose que demandent, je dirais, au moins 50% des clients, quoi. Ça devient problématique. On sert de banquier. Dans le métier, un maître mot, la prudence. On a vu tout et son contraire, donc nous travaillons sans un objectif bien précis et nous vivons au jour le jour les prix des produits pétroliers. Le litre de fioul ne coûte plus que 56 centimes en moyenne, au grand désespoir de ceux qui ont rempli leur cuve cet été, en prévoyant une hausse du prix du baril. On l'a appris ce soir, un malade atteint de schizophrénie présenté comme dangereux s'est enfui hier de l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse de Marseille, où il était interné depuis octobre 2007. L'homme avait été interpellé en mars 2004 pour le meurtre à coups de hache du compagnon de sa grand-mère. Nous allons revenir maintenant sur la mort d'Iliès mercredi soir à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Cet enfant de 3 ans qui s'est vu administrer par erreur une perfusion de chlorure de magnésium au lieu d'un autre produit. L'infirmière, qui est aujourd'hui mise en examen pour homicide involontaire, avait rapidement signalé son erreur. Apparemment, les flacons étaient extrêmement ressemblants et n'auraient pas dû être stockés ensemble. Yvan Macot, Arnaud Jacques. Des policiers pour la protéger des regards, une sortie discrète du palais de justice pour l'infirmière de Saint-Vincent-de-Paul. Elle est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Interdiction d'exercer pour le moment et même de rentrer en contact avec ses collègues. Hier, la jeune femme de 35 ans a expliqué aux enquêteurs ce qui, selon elle, s'est passé il y a 3 jours au service pédiatrique. Pour réhydrater le petit Iliès, elle devait lui faire une perfusion de sérum glucosé B46, un produit conditionné dans un flacon au bouchon bleu et à l'étiquette blanche. Mais dans l'armoire à pharmacie se trouvait un autre liquide conditionné dans le même type de flacon, du chlorure de magnésium. Ils ont une taille, une contenance, un aspect très similaire et effectivement seule une lecture attentive des indications portées permet de voir exactement de quel produit il s'agit.
Les responsables de la pharmacie de l'hôpital devraient aussi être entendus rapidement, car le produit administré par erreur était mal rangé, loin de son lieu habituel de stockage. Pour établir la chaîne de responsabilité dans la mort de leur fils, les parents d'Ilyes envisagent de porter plainte d'ici quelques jours. C'est aussi une erreur de produit qui en 2006 avait conduit à la mort d'un petit garçon de 5 ans et demi opéré à cœur ouvert dans l'Essonne. Il n'y avait pourtant eu aucune complication. Aujourd'hui, la mort d'Ilyes ravive la colère de ce couple qu'ont rencontré Marianne Masse et Jean-Stéphane Maurice. C'était il y a 2 ans, presque jour pour jour, Bertrand et Isabelle perdaient leur fils Thibaut à l'hôpital. 2 ans qu'ils compilent dossier médical et expertise judiciaire, 2 ans qu'ils essayent de comprendre, et puis cette semaine leur colère s'est ravivée suite au décès du petit Ilyes. Ça fait très mal de voir qu'il y a encore des enfants qui puissent aujourd'hui décéder comme ça, d'une faute, d'une banalité qui est vraiment exaspérante. Thibaut avait 5 ans et demi. En réanimation à Massy, après une opération à cœur ouvert où tout s'était bien passé, une infirmière lui injecte du potassium à la place du sodium. Il décédera d'un arrêt cardiaque. C'est la révolte, on pense à un crime. Au début, on se dit mais c'est pas possible de pouvoir se tromper de flacons, de produits. Après enquête interne, la direction de l'hôpital reconnaîtra noir sur blanc l'erreur humaine. D'après l'expertise judiciaire, il n'y avait pas de surcharge de travail, pas de problème d'étiquetage des produits, juste une infirmière intérimaire qui n'a pas réalisé qu'elle faisait une injection mortelle. On exclut toute possibilité de malveillance, la faute engage la responsabilité de l'hôpital. Je voudrais vraiment que ça ne puisse plus se reproduire à l'avenir et peut-être y existe-t-il des moyens techniques pour éviter la confusion entre ces produits qui se ressemblent terriblement et qui engendrent des drames comme celui-là. Quelque part, il faut que je le range, ce dossier. Très bientôt, ils vont entamer une procédure civile contre l'hôpital. Ils savent que rien ne pourra réparer la perte de Thibaut, mais veulent surtout qu'on prenne toutes les précautions pour que ça n'arrive plus jamais. Il est 20h15, merci d'être avec nous, à suivre dans votre journal la folie chez Harrods, solde monstre en Grande-Bretagne pour tenter de redonner des couleurs à une consommation atone. Carte de vœux traditionnelle ou carte de vœux virtuelle, Internet grappille des parts de marché. Et puis à l'heure des bilans, la très belle année du cinéma français, 10 millions de spectateurs de plus. Merci les ch'tis, bien entendu. Mais d'abord, quand vous et moi mangeons un sandwich dans un café, que se passe-t-il? Rien, c'est exact. Quand c'est Barack Obama, voilà ce que cela donne. Une émeute dans les rues de Hawaï. À moins d'1 mois de son investiture, le président américain élu passe les fêtes de Noël en famille avec ses 2 filles et quelques amis. Barack Obama a toujours dit vouloir continuer à vivre normalement. Pas si sûr que ce soit possible. En Grande-Bretagne, les traditionnels soldes d'après-Noël, les magasins proposent des démarques allant jusqu'à 90%. Cette année, le contexte est particulièrement difficile. Les faillites de grands groupes se sont multipliées. La chaîne Woolworths fermera ses 800 enseignes le 5 janvier. La consommation est en berne et la livre à son plus bas niveau. À Londres, nos envoyés spéciaux, Zindine Boudaoud, Arnaud Boutet et Laurent Desbois, ont fait l'ouverture du mythique magasin Harrods. Et non, ce n'est pas la reine d'Angleterre qui vient faire les soldes chez Harrods. Le son des cornemuses annonce l'apparition en carrosse, s'il vous plaît, de Catherine Jenkins. Catherine qui? Cette galloise est en fait une célèbre chanteuse d'opéra, l'invitée de Mohamed Al Fayed, le propriétaire du magasin de luxe londonien. Ni ses militants anti-fourrure, ni la crise n'ont réussi à gâcher la fête, en apparence du moins. Car des centaines de personnes avaient bravé le froid glacial, certains depuis 1h du matin, pour profiter des soldes dans ce haut lieu du luxe. À 9h tapante, c'est la ruée. Dans les rayons, de grandes marques uniquement, jusqu'à 50% de rabais, on aurait tort de se priver, même par temps de crise. Vous avez la qualité et en plus la quantité. Alors plutôt que d'acheter 1 ou 2 choses, on dévalise le magasin. Moi, je ne suis pas encore touchée par la crise. Je ne sais pas ce que me réserve 2009. Alors j'en profite. C'est plutôt la mort chez Woolworths. Les jours de ce bastion du commerce britannique sont comptés. D'ici le 5 janvier, les 800 magasins de cette chaîne de distribution populaire vont tous fermer définitivement. C'est une tragédie. Woolworths est victime des grandes chaînes concurrentes. C'est la fin d'une institution britannique.
La faillite de ce groupe quasi centenaire va laisser sur le carreau 27 000 employés. Woolworths ferme ce soir définitivement les portes de ses premiers magasins, les autres suivront. Mais ce n'est pas tout, les experts prévoient une année noire pour la grande distribution. En 2009, une dizaine d'enseignes pourraient connaître le même sort que Woolworths, la faillite. Et en France, mauvaise fête de fin d'année aussi pour les quelques 200 CDD et intérimaires de chez Chanel. Le groupe de luxe devrait mettre fin à tous ses contrats le 31 décembre. C'est en tout cas ce qu'affirme la CGT. 200 personnes sont concernées, donc, dont 16 dans le magasin historique de la marque rue Cambon à Paris. Le secteur du textile est particulièrement touché par la crise, mais quelques irréductibles non seulement résistent, mais connaissent de fortes croissances. C'est le cas d'Armor Luxe, marque de prêt-à-porter bien connue des marins, avec une progression de 263% de son chiffre d'affaires en 10 ans et 1500 nouveaux modèles par an. L'entreprise bretonne résiste aux assauts de ses concurrents, même chinois. Reportage Romuald Bonan, Gabriel Camille. Du textile made in France qui procure du travail à 650 salariés français, dont les 2 tiers en Bretagne, dans un secteur dominé par la Chine et les pays à bas coût. Armor Luxe et ses 10% d'augmentation du chiffre d'affaires cette année, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Tous les clignotants de l'entreprise sont au vert, notre carnet de commandes augmente, nos indicateurs de production sont bons, nos partenaires dans le Maghreb sont en bonne santé. Voilà, on n'a pas aujourd'hui de raison objective de s'inquiéter. Une bonne santé, malgré les turbulences économiques, qui a des explications. Ici, la qualité des produits a été protégée. Seule méthode pour y parvenir, conserver au maximum le savoir-faire et donc l'emploi de la main-d'œuvre locale. Ensuite, l'éthique est devenue une priorité. Utilisation de fibres bio, usage de teintures moins toxiques pour la santé, mais aussi interdiction du travail d'enfants chez les sous-traitants. Tout un dispositif qui a eu pour conséquence de ne pas délocaliser en Chine et au final de rassurer les clients. Je vous assure qu'il est extrêmement difficile d'avoir une traçabilité complète des produits fabriqués en Chine. Toute cette traçabilité, toute cette éthique que nous avons mise en place depuis 2003, je pense, paye et paye d'autant plus dans les périodes de crise. Des choix stratégiques qui ont permis d'accéder récemment à un nouveau marché lucratif, celui des vêtements professionnels. Désormais, c'est ici que sont fabriquées les tenues de la Poste ou de la SNCF. Pour ces industriels bretons, de quoi supporter le mauvais temps de la crise. Ces contrats sont les contrats longs, de 3 à 5 ans, qui nous permettent d'avoir une certaine visibilité sur un avenir qui est en ce moment un petit peu incertain. Une entreprise qui décidément ne connaît pas la crise, car en avril 2009, cette fois, ce seront 110 000 uniformes de policiers comme celui-ci qui seront estampillés Armor Luxe et grâce à eux, 25 millions d'euros annuels garantis pendant au moins 4 ans. Le 1er janvier, cela fera 1 an que la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics est entrée en vigueur. Faute d'avoir réduit la consommation des fumeurs, cette mesure a en revanche considérablement changé nos comportements en société. Reportage à Paris, Julien Dupéret, Philippe Jasselin. L'année dernière, Camille, 4 ans, et son petit frère Victor n'auraient pas eu le droit à un goûter dans ce café, trop de fumée. C'est vrai que l'ambiance fumée est moins agréable pour les enfants, donc effectivement on sortait beaucoup moins. Plus une seule cigarette autour du comptoir, plus un seul cendrier sur les tables et plus grand monde de récalcitrants. 1 an après, l'interdiction semble même rentrer dans les habitudes. On a pris le pli, c'est même au-delà de la loi qui est interdite dans les bars, j'ai envie de dire. Même dans d'autres circonstances, les gens ont fumé spontanément dehors. Il y a les clients et il y a les professionnels. Pour la dizaine de serveurs, ici, même bilan, c'est un bonheur. On respire mieux, on sent plus la cigarette. Nous, en tant que garçon, en tant que serveur, on sent plus la cigarette, on respire, on revit. Même en étant fumeur. Et pourtant, je suis fumeur. Les fumeurs, les voici. 2 degrés en terrasse, la cigarette à la bouche, les radiateurs au-dessus des têtes. Pour les fumeurs, c'est vrai que c'est pas cool de pas pouvoir devoir sortir exprès pour prendre sa cigarette. Impopulaire, la mesure l'était auprès des patrons. Sur les 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des cafés, brasseries et restaurants aurait baissé d'1,5% en moyenne. Pour les discothèques, moins 3%. Une baisse déjà rattrapée dans beaucoup d'établissements. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a retrouvé une autre clientèle qui fréquentait pas certainement les brasseries, les bars. Seul point noir, les bars tabac de village avec leur clientèle d'habitués. Depuis le début de l'année, près de 600 d'entre eux auraient mis la clé sous la porte.
Parce qu'ils en avaient marre du gaspillage, parce qu'ils se sont dit que laisser la lumière en permanence ne servait à rien, 6 employés des aéroports de Paris ont imaginé un système pour allumer et éteindre les lampes dans les couloirs des terminaux en fonction du flux des passagers. Résultat, 100 000 € économisés par an. Une idée lumineuse. Julien Beaumont, Frédéric Delarue. La lumière commence à se faire rare dans l'aérogare. Pour allumer, il suffit d'appeler. PCI CDGA, bonjour. Oui, bonsoir. C'est les informations aéroport de Paris au terminal 2D. Vous appelez pour savoir si c'était possible de rallumer la lumière au terminal D, c'est un peu sombre. Vous allez me dire si vous avez bien de l'éclairage et si c'est suffisant. C'est bon, c'est rallumé. Une nouveauté, car avant, Roissy-Charles de Gaulle était éclairé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais 6 employés ont adapté un logiciel pour pouvoir gérer les ampoules zone par zone. En jaune, ce sont les lieux où la lumière fonctionne. C'est ici que tout est commandé, avec un maître mot, flexibilité. Alors, on le fait tous les jours, suivant les plages horaires, de l'ouverture du terminal à la fermeture du terminal aux passagers, et également en fonction des conditions climatiques. Donc, si le temps est très clair, on éteint très tôt et on rallume très tard. Et si effectivement on a un temps brumeux ou très couvert, bien évidemment, on laisse s'allumer. Ainsi, il est possible d'éclairer les endroits où se trouvent les passagers. Les lieux vides, eux, sont laissés dans l'obscurité. En temps réel, le système affiche la consommation. La ligne blanche en bas de l'écran, 40% de mieux qu'avant, représentée ici par la ligne rouge. C'est 100 000 € de gagnés, l'équivalent de la consommation de 600 familles. Une bonne idée, bientôt étendue. L'aérogare ABCD est composé de 4 niveaux sur les 4 terminaux. Aujourd'hui, on a traité le niveau supérieur, qui est le niveau qui est le plus consommateur en énergie. Demain, on s'attaque à l'ensemble des autres niveaux. Cette initiative s'inscrit dans la suite du Grenelle de l'environnement. Aéroport de Paris s'est en effet engagé à réduire ses consommations énergétiques de 20% d'ici 2020. Avez-vous déjà commencé à rédiger vos cartes de vœux? Les Français en envoient 4 ou 5 en moyenne par personne et par an, soit 150 millions. Mais la carte papier fait face à la concurrence de la carte électronique virtuelle. Cette année, vous serez 10 millions à souhaiter la bonne année d'un simple clic sur Internet. François-Julien Piednoir, Philippe Mugin. Va-t-elle faire long feu, la bonne vieille carte de vœux traditionnelle posée bien entendu sur la cheminée? Car une concurrente bouleverse le marché de la bonne année, la carte électronique de plus ou moins bon goût. La carte virtuelle envoyée par Internet sort cette année ses nombreux atouts. Écologique, pas besoin de papier, facile à envoyer, ni timbre ni enveloppe, et qui plus est animée. Elle est surtout gratuite ou presque. Enregistrez votre voix par téléphone pour personnaliser cette carte. Gratuite grâce à la publicité que vous regardez sur les sites qui proposent les cartes virtuelles. Alors on y va. Cette année, 10 millions de Français envisagent d'envoyer leurs vœux par Internet. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Mais officiellement, ne parlez pas de concurrence au papier, mais de complémentarité. Il y a des personnes qui n'auraient pas envoyé de carte en papier, qui ont découvert le principe des cartes de vœux grâce à l'Internet et qui, cette année, vont envoyer à une relation proche, un petit peu plus solennelle, peut-être une personne de sa famille ou son patron, une carte de vœux en papier pour marquer un aspect un petit peu plus solennel dans la relation qu'il peut avoir avec cette personne. Vous connaissez l'UNICEF? D'accord, donc vous savez que c'est pour les enfants. L'UNICEF a ressenti l'effet vœux électroniques. Moins 7% de vente de ces célèbres cartes de charité. L'organisme humanitaire réfléchit donc aussi à des cartes sur Internet, mais pas sûr que les habitués abandonnent l'encrier. On prend plus de temps à les écrire et c'est quand même plus d'attention pour les gens. Il se vend encore aujourd'hui 150 millions de cartes papier en France pour les fêtes de fin d'année. Les éditeurs ont su résister à l'électronique en renouvelant leurs fonds et en jouant sur la modernité. Vous voyez comment l'avenir? Plutôt positive. Il n'y aura pas que des e-cards, il n'y aura pas que de l'électronique, il y aura justement encore du papier avec des nouvelles technologies, avec plein d'idées, avec des impressions nouvelles, des nouvelles matières. Électronique ou papier, il est même de bon ton aujourd'hui d'envoyer aussi une carte pour remercier de la carte qu'on vous a envoyée. On l'a vu, la neige est tombée en abondance, une aubaine pour les stations de sport d'hiver qui pensaient elles aussi devoir affronter la crise. Or, pour ces vacances de Noël, elles affichent un taux d'occupation inespéré. Même les stations de très basse altitude affichent complet. Ambiance refuge, raquettes et raclette au Tannet, dans la vallée de Münster. Reportage Christine Boss, Nicolas Meyer.
4 téléskis, 8 pistes, un dénivelé de 300 mètres. Bienvenue au Tannet, une des plus petites stations du massif vosgien, qui a ses habitués. On vient régulièrement tous les hivers. C'est une station hyper sympa. Malheureusement, il y a très peu de monde pour la station. Pour nous, ça nous arrange. On a de la place pour skier. Ici, pas de file d'attente. 300 à 400 skieurs dévalent chaque jour les pentes du Tannet lorsque la neige est au rendez-vous comme en ce moment. Une fréquentation conforme aux ambitions de la station. Je pense qu'une petite station comme la nôtre, il faut le comparer à une piscine de 25 mètres. On y apprend à skier. Et une fois qu'on est bon, des fois on va aller ailleurs, on va les emplacer de 50 mètres. Et là, le Tannet a vraiment une particularité, c'est familial, c'est pas stressant. Pas stressant, le ski nordique, les raquettes ou la luge. Des activités très prisées par cette famille venue de Lorraine. On a 2 heures de route et on est tout à fait dans un autre cadre. Et les enfants profitent de la petite station et on profite pleinement de nos journées. Et ici, pas de complexe hôtelier, mais quelques chalets et 3 auberges avec hébergement en dortoir à raison de 30 € par jour en demi-pension. Une formule très abordable. Il faut toujours avoir un sac de couchage parce que c'est l'esprit montagne. Et après, c'est des plus grands dortoirs, de 4, de 5, de 6, et le plus grand, c'est 10. L'auberge affiche complet jusqu'à la fin des vacances. Et chaque jour à 16 h, Corinne assure le spectacle en nourrissant les 17 reines d'élevage qui contribuent aujourd'hui à la renommée de la station. En cette fin d'année, le cinéma français fait ses comptes. 2008 restera comme un très bon cru, en tout cas en termes de fréquentation, avec 10 millions de spectateurs de plus qu'en 2007. Une embellie que l'on doit évidemment aux incontournables ch'tis de Danny Boone. Pascal Deschamps, Arnaud Jacques. Un triomphe aux allures de plébiscite pour un ch'ti gars du Nord. Une palme d'or à l'unanimité pour une classe très classe. Cotillard. Un Oscar pour une môme nommée Marion Cotillard. Il y a longtemps que le cinéma français n'avait pas eu autant de raisons de voir lui aussi la vie en rose. De beaux moments couronnés par des chiffres à la hausse. Après une année 2007 en demi-teinte, la fréquentation retrouve des couleurs et frôle les 190 millions d'entrées. Meilleur résultat depuis 4 ans. Et dans la hotte du Père Noël, une part de marché des films français qui dépasse celle des films américains avec 46%, 10 points de plus que l'an dernier. Chez le Nord. Le responsable de cette embellie, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, avec plus de 20 millions d'entrées. Le film rentre dans l'histoire et son auteur a du mal à s'en relever. Il y a un truc qui est primordial, c'est que je n'ai pas fait ce film pour faire le plus gros succès du cinéma. Voilà. Tout est dit. Les ch'tis ne sont pas pour autant l'arbre qui cache la forêt, car d'autres films se taillent un beau succès. Outre Astérix aux Jeux Olympiques, Disco, Messrine et Enfin Veuve dépassent les 2 millions d'entrées. Bonjour. 10 films français dépassent le million, dont Entre les murs, un excellent score pour une palme d'or. On se calme maintenant. Le cinéma américain, lui, triomphe comme d'habitude avec des poids lourds attendus. Indiana Jones, James Bond et un petit robot, Wall-E. Un bon bilan tempéré par une menace, celle des effets du téléchargement pirate qui n'a pas que des adeptes parmi les spectateurs. Plus de téléchargement. Les gens qui téléchargent, on ne supporte pas. On a vu les dégâts que cela peut produire dans la musique et donc maintenant il faut véritablement trouver un système qui permette de développer l'offre légale et de lutter contre la piraterie en parallèle. Et comme Noël n'est pas si loin, voici en cadeau quelques images des films les plus attendus en 2009. Alors qui de OSS 117 ? C'est moderne. De la guerre des Miss ? La guerre des Miss. De Cyprien ou de Coco ? Cassera la baraque à frites cette année ? Avance, bouge. Mais il y a des flashs, monsieur Coco. Eh ben, souris. Il y a 2 ans, elle chantait Down on my knees, I'm begging you. Ayo n'aura pas eu à supplier longtemps. Un tube planétaire, 500 000 albums vendus et 2 nominations aux victoires de la musique. Aujourd'hui, la splendide chanteuse d'origine nigériane s'apprête à porter sur la scène de l'Olympia à Paris son 2e album, Gravity at Last. Olivier Lenuzza et Zidane Berkous l'ont rencontré. Elle nous attend à la table d'un restaurant parisien. Pour la découvrir, il suffit de tendre l'oreille et de suivre son rire. Dans ses chansons, Ayo évoque sa mère accro à l'héroïne. Une enfance pas toujours rose et pourtant, elle respire la joie de vivre.
Elle dont les 500 000 albums vendus ont changé la vie. Oui, parce que... en anglais. Ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en moi. C'est le public qui me donne cette confiance et me fait grandir. La perfection est dans l'imperfection. Les petites erreurs que nous faisons peuvent être magnifiques. Il faut parfois savoir les vivre, il ne faut pas forcer les choses. Là est la vérité. Elle habite à New York, mais c'est à Paris qu'elle se sent chez elle. Née en Allemagne il y a 28 ans, un père nigérian, une mère tzigane, Ayo arrive en France en 2002. C'est ici que les gens me comprennent vraiment la première fois. La musique, que les gens comprennent la musique et tout ça. Et ça me touche toujours quand je suis à Paris. C'est une grande part de mon histoire, c'est ça. Une grande part. Une répétition dans un petit studio. Dans quelques jours, Ayo remplira 3 Olympias. La rencontre se termine comme elle a commencé, dans un grand éclat. Voilà pour l'essentiel. Je vous rappelle la principale information que nous avons développée dans votre journal. Au moins 200 morts côté palestinien ce soir. Israël poursuit une opération massive de raids aériens contre le Hamas à Gaza. Objectif affiché, en finir avec les tirs palestiniens de roquettes de ces dernières semaines. La voie militaire était la seule solution, justifie Israël. Le Hamas, de son côté, promet de déchaîner l'enfer pour venger ses morts. La communauté internationale, elle, appelle majoritairement à la retenue. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. 20h50, détente et humour avec Star et Comédie, présenté par Laurent Ruquier. Pour l'information, je serai heureuse de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée à tous sur France 2. Merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.